Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Heureuse de partager avec vous l'actualité de ce jour sur BSC TV. Au sommaire de cette édition, une bibliothèque est tombée, le père de Saint-Moulin est décédé de suite d'une longue maladie. Tête à tête, Félix Tshisekedi, Vladimir Poutine en Russie, la politique, la diplomatie, la santé, l'éducation, les mines et l'économie étaient au cœur de cet entretien. Ouverture à Goma ce jeudi d'une réunion très importante des états-majors des armées de 5 pays, la République démocratique du Congo, le Burundi, le Rwanda, la Tanzanie et l'Ouganda sont au rendez-vous pour arrêter le groupe armé qui sème terreur et désolation dans la sous-région. Comme nous l'avons signalé, arrivé mercredi 23 octobre à Sochi en Russie pour participer au sommet Russe-Afrique, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi Tshilombo a rencontré son homologue russe Vladimir Poutine. La politique, la diplomatie, la santé, l'éducation, les mines et l'économie, tous ces points étaient au cœur de cette rencontre, comme le précise Srin Soulambi Mukenge. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a échangé tête-à-tête avec Vladimir Poutine, le président de la Fédération de Russie, ce mercredi 23 octobre 2019. Le président congolais a rencontré son homologue russe lors de son séjour en Russie dans le cadre du sommet Russie-Afrique prévu du 23 au 24 octobre 2019 à Sochi. L'occasion faisant les barons, le président congolais a exprimé à son homologue russe sa reconnaissance en ces mots: « Vous avez été le premier leader mondial à féliciter mon ascension au pouvoir », ainsi que l'a précisé la presse présidentielle. Suivront les échanges entre les deux délégations congolaises et russes en présence de deux chefs de l'État. D'après Julien Paluku, ministre de l'Industrie, qui fait partie de la délégation congolaise, ces entretiens ont porté sur la politique, la diplomatie, la santé, l'éducation, le mine et l'économie. Le président congolais tentait, à l'issue de son séjour en Russie, de séduire des investisseurs russes en vue d'établir une collaboration sur le marché des affaires. Il est vrai que les hommes d'affaires russes n'ont pas beaucoup exploré le marché congolais, mais à l'issue de ces sommets Russe-Afrique, les perspectives semblent de plus en plus rassurantes entre la Russie et la RDC. Entre-temps, le président congolais tente, au-delà de compromis, de son tête-à-tête avec Vladimir Poutine, persuader et conquérir une majeure partie des investisseurs russes, mais également amorcer le même type d'opération pour de nombreux chefs d'État et d'hommes d'affaires africains présents à Sochi. Kibali Goldmine a renouvelé son engagement de poursuivre ses investissements en RDC. C'est son PDG qui l'a signifié au Premier ministre Ilunga Ilunkamba lors d'un entretien qu'ils ont eu à la primature ce mercredi 23 octobre. Josué Kalamba. Kibali Gold Mining renouvelle son engagement à poursuivre ses investissements en RDC. C'est le PDG de cette entreprise d'exploitation d'or dans le Haut-Uélé qui l'affirme lors de ses entretiens ce mercredi à la primature avec le Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Marc Bristow Barrick souligne que la priorité de cette entreprise d'exploitation basée dans le Haut-Uélé reste encore dans l'or. Toutefois, le travail d'exploitation continue afin d'élargir le champ d'action. Le DG de Kibali Gold Mining reconnaît que la zone du nord-ouest de la RDC dispose d'un potentiel d'or très important, mais la mine de Kibali a une durée de vie de 10 ans avec une capacité de production de 22 tonnes par an. Et jusque-là, les permis d'exploitation d'or et le code minier sont respectés par Kibali Gold Mining
installé au Congo-Kinshasa depuis 2009. C'était aussi une occasion pour le PDG Marc Bristow de féliciter le Premier ministre Ilunga Ilunkamba pour sa nomination à ce poste. Le chef du gouvernement, qui connaît aussi la genèse de cette unité de production d'or avec d'autres infrastructures socio-économiques conformément au code minier, a souligné le PDG de Kibali. Comme vous le savez très bien, c'est une coutume pour nous. Tous les 3 mois, nous venons rencontrer les autorités de la République et nous échangeons avec ces autorités pour leur présenter les progrès, les avancées que nous réalisons à Kibali. Aujourd'hui, c'était le tour de rencontrer son Excellence, Monsieur le Premier ministre, lui présenter nos félicitations et aussi lui dire ce que nous sommes, lui présenter Kibali. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est un projet qu'il connaît. Il a été impliqué depuis 2009 lorsque nous étions justement dans l'établissement de ce projet. Donc c'était ce moment de rappel, de souvenir de ce bon temps-là. Nous en profitons aussi pendant un temps comme celui-ci pour renouveler notre engagement à la République démocratique du Congo. Dire que nous sommes venus investir, nous investissons, nous progressons dans nos travaux et nous allons continuer justement sur cette lancée-là pour bien avancer. So we are very focused on gold mining, and we are reinvesting in, in gold mining. You're always mining gold, and this year our outlook for Kibali Gold Mine is that it's going to achieve its plans and continue to pay its taxes and expand its influence in Hotweli and the northeast of the country. We're also investing in exploration, searching for new discoveries, and also replacing the gold we mine. So Kibali Gold Mine has more than 10 years of life, and every year we mine, we have been able to add some more. So for us, it's a very big investment. We believe there must be some more Kibali Gold Mines in northeastern Congo, and that's our focus. When I first came here, I said, we want to develop a new frontier for Congo mining industry, and I believe that's what we're doing in that region of Congo. En réponse à votre question, nous avons comme priorité et point focal l'or, et c'est ce que nous faisons. Et lorsque nous sommes arrivés, justement, c'est à quoi nous avons regardé. Et la mine de Kibali aujourd'hui, elle a une durée de vie de plus de 10 ans. Et depuis que nous travaillons, souvenez-vous que ce sont des ressources épuisables. Et nous avons un permis suffisamment grand. Nous continuons à faire des travaux d'exploration pour nous assurer que nous maintenons justement une durée de vie qui dépasse les 10 ans. Ainsi, chaque année, après avoir exploité, nous continuons l'exploration pour justement remplacer ce qui a été consommé. Et c'est ainsi que nous fonctionnons. Nous sommes aussi d'avis que la province, ou plutôt la zone, le nord-est de la RDC a un potentiel aurifère énorme et important. C'est impossible qu'il n'y ait qu'un seul Kibali. Et notre effort aujourd'hui, c'est de découvrir d'autres Kibali. Donc c'est ça notre objectif. Nous avons comme cible de produire 750 000 onces cette année et nous nous attelons justement à faire cela et nous allons rester focalisés dans ce secteur aurifère. Et puis coopération RDC, USA, le patron de la coopération internationale a échangé avec le représentant de l'USAID en RDC, Paul Sabatine. L'USAID contribuera à l'amélioration de la qualité de l'éducation en RDC avec une enveloppe de 600 millions de dollars américains. C'est le message transmis par l'USAID à travers cet échange. Le train de la coopération entre la RDC et les États-Unis est en marche. Le ministre d'État, ministre de la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, Maître Pépin Guillaume Manjolo, a dans ces cadres reçu à son cabinet de travail le représentant de l'Agence américaine de l'aide au développement, USAID en sigle.
Paul Sabatine était porteur d'une bonne nouvelle de la part du pays de l'oncle Sam, qui est l'annonce d'une enveloppe de 600 millions de dollars américains pour participer à l'amélioration de la qualité de l'éducation en RDC. Le patron de la coopération congolaise, qui n'est jure que par l'applicabilité ou la réalisation de la vision du chef de l'État, a souhaité que l'aide de l'USAID prenne également en compte d'autres secteurs comme la santé, l'enseignement primaire et professionnel et l'environnement. Le représentant de l'agence américaine en RDC, Paul Sabatine, a confié à la presse la date du 7 novembre prochain, arrêtée pour la signature de l'accord entre Kinshasa et son pays. C'était avant de placer sa visite sous les signes de la prolongation du protocole d'accord entre les deux pays et de discussions sur de nouvelles directives sur l'assistance de Donald Trump au pays de Félix Tshisekedi. Nous sommes venus pour discuter le programme de développement des États-Unis et aussi pour commencer un dialogue avec Monsieur le ministre pour prolonger le protocole d'accord entre nous et aussi pour discuter les directions nouvelles de l'assistance américaine en RDC. C'est sous ces mots que le représentant de l'Agence américaine de l'aide au développement et son pays ont pris congé des installations du ministère d'État, ministère en charge de la coopération internationale, intégration régionale et francophonie. Parlons également de cette série d'audiences accordées par le ministre d'État, ministre de la Coopération internationale, intégration régionale et francophonie, Maître Pepin Guillaume Manjolo. Il a reçu tour à tour l'ambassadeur d'Allemagne à Kinshasa, la représentante du Centre Wallonie-Bruxelles en RDC, puis le secrétaire exécutif national du PNMLS. De quoi ont-ils parlé exactement? Eh bien, retrouvez les éléments de réponse dans ce reportage que je vous invite à suivre. Redynamiser la coopération entre l'Allemagne et la RDC était au cœur d'une audience que le ministre d'État, ministre de la Coopération internationale, intégration régionale et francophonie, a accordé à l'ambassadeur d'Allemagne en RDC. Les secteurs des coopérations entre Berlin et Kinshasa sont la santé, l'agriculture, les infrastructures et l'éducation, avec un accent particulier sur les transferts de technologies. Le diplomate allemand pense que la visite prochaine du chef de l'État congolais en Allemagne permettra de relancer les relations des coopérations entre les deux pays à travers une commission mixte. Maître Pepin Guillaume Manjolo a également ouvert sa porte à la représentante du Centre Wallonie-Bruxelles à Kinshasa, Catherine Brahi. Elle a exprimé la volonté de sa structure de poursuivre son partenariat avec la République démocratique du Congo à travers le ministère d'État en charge de la coopération internationale. Puis c'était au tour du secrétaire exécutif national du PNMLS, le Dr Liévin Kapend, d'être reçu par le ministre d'État Guillaume Pepin Manjolo. Le Dr Kapend voit l'importance de l'implication du ministre d'État à la coopération dans la lutte contre le VIH-Sida. Signalons que les états-majors des armées de 4 pays de la sous-région, il s'agit du Burundi, du Rwanda, de la Tanzanie et de l'Ouganda, qui ont rejoint celui de la RDC à Goma, où se tient depuis ce jeudi une importante réunion sur la lutte contre le groupe armé rebelle en RDC en particulier. Reportage. Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, abrite depuis ce jeudi 24 octobre une importante réunion des états-majors de 5 pays de la sous-région. Il s'agit de la RDC, l'Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda et le Burundi. C'est sur invitation de l'état-major général de la République démocratique du Congo que cette rencontre est convoquée en vue de réfléchir ensemble sur la sécurité collective dans la sous-région et d'arrêter de stratégie pour lutter contre le groupe armé à l'est de la RDC en particulier et de la sécurité dans la sous-région en général. Cette réunion est la deuxième du genre après celle tenue au mois de septembre de l'année en cours. Selon une fuite de l'état-major général congolais postée sur les réseaux sociaux, le général Célestin Mbala, chef d'état-major qui a invité son homologue du Burundi, a marqué que la ville de Goma était réellement pressentie pour héberger l'état-major intégré. Il y est également notifié que le voisin de l'Est du pays de Félix Tshisekedi Tshilombo puisse envoyer les unités de forces spéciales à l'Est en vue de rendre effective la détermination du chef de l'État de voir à tout prix la paix revenir dans cette partie de la RDC en proie à la violence depuis des lustres.
À la découverte de ces documents, les grincements de dents ont été signalés ça et là. La société civile, pour ne parler que d'elle, voit plutôt une trahison en organisant ses assises et en invitant les forces étrangères sur les sols congolais. Pour elle, l'état-major général congolais remue le couteau dans la plaie, une plaie causée par de nombreuses pertes en vies humaines placées à l'actif des groupes armés de certains pays voisins de l'Est de la RDC. Les autres couches sociales qualifient cette rencontre et ses objectifs d'un nouvel affront à la mémoire de victimes de crimes commis par certains groupes armés pour qui la porte de la République démocratique du Congo est de nouveau ouverte par cette rencontre. Restons dans le Nord Kivu, plusieurs armes ont été récupérées par les forces armées de la République démocratique du Congo lors d'un bouclage effectué mardi 22 octobre dans le Massissi. Les secteurs opérationnels militaires Sokola 2 de cette province a annoncé avoir découvert une importante cache d'outils de guerre dans un domicile en localité de Ngesha, groupement Bourora. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont annoncé avoir découvert une importante cache d'outils de guerre dissimulée dans la localité d'Ngesha au groupement Bourora dans le Massissi au Nord Kivu. Cette trouvaille a été faite mardi 22 octobre 2019 par le 3410e régiment de FRDC en bouclage dans le Massissi. D'après ces régiments de FRDC, 15 armes dont 12 de type AK-47, un mortier 60, un mortier MAG type belge, un mortier M16 et 2 bombes mortier 60 ont été trouvées. Le porte-parole de FRDC dans la région a salué le professionnalisme avec lequel les soldats congolais ont mené cette mission pour découvrir les munitions et armes de guerre cachées dans la maison d'un individu. Par ailleurs, le porte-parole des FRDC a indiqué que cette opération s'inscrit dans le cadre de la mission confiée au FRDC. Cette mission, celle de traquer tous les groupes armés de la province du Nord Kivu jusqu'à la restauration totale de la paix et de l'autorité de l'État dans cette partie du territoire congolais. Revenons à Kinshasa, accusé de s'aimer la confusion au sein de la population en déclarant vainqueur de la présidentielle 2018, Martin Fayulu, l'ancien ministre de Relations avec le Parlement et ministre intérimaire du Sport, Jean-Pierre Lisanga Bonganga, est attendu à la cour d'appel de la Gombe lundi 28 avril 2019. Placide Kisselo nous en parle. Jean-Pierre Lisanga Bonganga, ancien ministre des Relations avec le Parlement, est assigné en justice et devra par conséquent comparaître devant la cour d'appel de la Gombe ce lundi 28 octobre 2019. C'est ce que révèle le mandat de comparution, lui délivré par le parquet de la juridiction de l'instance syndiquée. Maître Franck Kalolo, auteur de la plainte contre l'ex-ministre Lisanga, reproche ce dernier du fait de tenir des propos sémant la confusion au sein de la population en déclarant l'honorable Martin Fayulu Madidi vainqueur de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. L'avocat estime que les propos de cet ancien ministre du gouvernement Tchibala sont constitutifs de l'infraction de provocation et de l'incitation à des manquements envers l'autorité publique. Pour plus de clarté et de précision, Maître Franck Kalolo souligne « Quiconque aura incité directement à désobéir aux lois sera puni d'une servitude pénale de 2 mois à 3 ans et d'une amende de 1000 à 10 000 francs congolais ou d'une de ces peines seulement. C'est en tenant compte de ces dispositions qu'il a saisi la justice. La République démocratique du Congo étant un état de droit, l'opinion tant nationale qu'internationale ne souhaite que le triomphe du droit, que la justice donc soit dite. Affaire à suivre. Dans les cadres de son safari, le leader de l'ensemble pour les changements, nous citons Moïse Katumbi, est attendu à Goma le samedi 26 octobre. Selon son agenda, il tiendra un meeting dès sa descente d'avion, si et seulement si cette descente devenait une réalité. Srine Solambi.
Moïse Katumbi va fouler le sol de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, ce samedi 26 octobre. Cette annonce a été faite le mercredi 23 octobre par le service de sa plateforme politique sur leur compte Twitter. Ensemble pour le changement a affirmé que l'autorisation quant à C lui a été accordée et il tiendra un meeting populaire au stade Afia où toute la population de Goma est invitée. La même information a été confirmée par le porte-parole Olivier Kamitatou sur son compte Twitter. À en croire Olivier Kamitatou, les leaders de Ensemble apportera un message de réconfort à la population en proie à l'insécurité et à la maladie à virus Ebola. Ensemble pour les changements, sa plateforme politique renseigne également qu'il s'agit de la suite du safari de leur leader depuis son retour au pays en mai dernier. À 2 reprises, Kamitatou n'a pas pu se rendre au chef-lieu du Nord Kivu où il comptait débuter sa tournée nationale. Pendant ces temps, il s'était rendu dans plusieurs autres villes et localités du Katanga. Restons en politique, Jean-Pierre Bemba Gombo et Moïse Katumbi ne regardent plus dans la même direction quant à la désignation du porte-parole de l'opposition et du rapporteur adjoint du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Cette question éloigne de plus en plus les 2 leaders de la plateforme politique Lamouka de précision. Jean-Pierre Bemba, leader du MLC, et Moïse Katumbi Chapwe, coordonnateur de Ensemble pour les changements, ne mettent pas sur la même longueur d'onde sur la question du choix du porte-parole de l'opposition et du rapporteur adjoint au bureau de l'Assemblée nationale. Pour les pro-Katumbi, il s'estime bien placé pour que l'ex-gouverneur du Katanga occupe le poste de porte-parole de l'opposition compte tenu de son poids politique au vu du nombre de députés et sénateurs de son obédience au Parlement. Se mettant un peu à l'écart, les pro-Bemba décident enfin de rallier la position de Martin Fayoulou qui se considère comme le président élu de la RDC et pour qui la question de la désignation d'un porte-parole de l'opposition serait sans objet. La position des Bembistes a été clairement formulée par le secrétaire général adjoint du MLC, Fidel Babala, lorsqu'il a déclaré tout haut que le choix du porte-parole de l'opposition est inopportun dans le contexte du pouvoir actuel issu d'une fraude électorale. Ils ne se sont pas mis d'accord sur la désignation du porte-parole de l'opposition. Ils ne se sont pas non plus en harmonie sur les choix du rapporteur adjoint au niveau de l'Assemblée nationale. Quant à cette dernière matière, les pro-Katumbi brandissent une fois de plus leur poids numérique pour quand de leurs députés occupent ces fauteuils. Malgré cet argument, les Bembistes ne baissent pas les bras et cherchent à propulser Jean-Jacques Lungwana à ce poste. Au regard de ce qui précède, il y a lieu de dire que la solidarité qui caractérisait les relations Bemba-Katumbi est en train de se dilater et naturellement, les 2 hommes s'engagent dans une guerre froide dont personne ne connaît l'issue. Clôture ce jeudi à Lubumbashi de la toute première matinée politique d'évaluation post-électorale du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD en sigle. Ces travaux ont eu une touche particulière. Il s'agit du retour sur la scène politique de l'ancien chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange. Image et commentaire. Pullman Grand Caravia, hôtel de Lubumbashi, a servi de cadre mercredi 23 octobre pour la cérémonie de clôture de la 2e et dernière journée de congrès du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD. Une cérémonie présidée par le secrétaire permanent du plus grand parti de la RDC, Emmanuel Ramazani Chadari. À cette occasion, les congressistes ont été regroupés par commission suivant leur province. Ces assises de 2 jours ont été tenues pour évaluer l'action du PPRD pour la société congolaise dans un contexte institutionnel nouveau où le Front commun pour le Congo, dont fait partie le PPRD, a gagné la majorité parlementaire mais loupé la présidentielle. La présence pourtant annoncée de sources sûres de Joseph Kabila à ces assises n'a plus eu lieu. Intéressons-nous également au boom immobilier à Kinshasa. Notre rédaction a tendu son micro à la population. Cette dernière encourage les hommes d'affaires locaux à s'investir dans l'immobilier, un secteur actuellement dominé par les étrangers. C'est un reportage de Samy Bossongo et Jeanne-Rose Essengo. Les Congolais et expatriés vivant à Kinshasa ont besoin de logements et de bureaux.
C'est cela qui explique plus le boom immobilier que le besoin de blanchiment d'argent assez rare à Kinshasa, selon les experts de l'immobilier. La diversification foncière ces derniers temps, le besoin en logement est là. C'est sûr que beaucoup d'investisseurs sont penchés maintenant dans l'immobilier, y compris mon client. Nous sommes là pour ça. Le secteur de l'immobilier est un business rentable qui attire les investisseurs, d'où aussi l'explosion immobilière dans la ville de Kinshasa. Il y a des fournisseurs, il y a des touristes qui ont besoin de ce logement. Il n'y en avait pas avant. En tout cas, il y a 10 ans, il n'y avait pas ça. C'est boom que vous voyez là. Les opérateurs économiques ont compris que c'est aussi une affaire. L'immobilier, c'est aussi le business. D'ailleurs, c'est le maître de business qui puisse exister. Beaucoup s'y mettent. Tout le monde. Mais il sait de construire selon les normes, insiste un Quinois, avocat de son État. Il faudrait suivre les normes. Il y a les inondations à gauche à droite, à cause des constructions anarchiques. Voilà, donc nous voulons qu'ils aillent aux experts qui pourront les aider à construire. Parce qu'on a besoin de construire notre pays, mais construisons avec normes. Voilà ce que nous demandons, messieurs les journalistes. Les Quinois lancent l'appel à ceux qui ont des moyens parmi eux à ne pas laisser le secteur de l'immobilier aux étrangers. Aux Congolais, plus, je vais laver le cerveau des Congolais, surtout les hommes d'affaires. Ne laissez pas partir votre ville. Ça, c'est notre terre, les ancêtres. Je ne pense pas qu'à l'étranger, les Congolais construiront comme ça, comme les expatriés. La ville est en train de partir par l'occupation étrangère. Vous avez vendu tout. Tous les grands immeubles sont pour les étrangers, les expatriés. Je ne suis pas xénophobe. Je ne suis pas contre les étrangers. Mais je suis contre cette politique de voir les centres-villes occupés par les Blancs, les étrangers, qui commencent à investir les immeubles en immobilier, construire des appartements pour recevoir leurs frères qui viennent investir. L'appel est donc lancé aux concernés de l'entendre et de marcher. À présent, cette triste nouvelle, Père Léon de Saint-Moulin n'est plus. Il s'est éteint ce jeudi 24 octobre 2019 à Kinshasa après une longue maladie. Pleurons ensemble à travers ce reportage de Placide Kiesé. Le père Léon de Saint-Moulin n'est plus. Il s'est éteint ce jeudi 24 octobre 2019 à Kinshasa après une longue maladie. Il quitte la terre des hommes à l'âge de 87 ans. Ce grand historien est né à Nast, en Belgique, le 17 décembre 1932. Il fut vice-recteur de l'Université nationale d'Isaïr, actuellement Université de Kinshasa. Il fut aussi directeur du Centre d'études pour l'action sociale, CEPAS. Le père Léon de Saint-Moulin a passé la majeure partie de sa vie en RDC. L'homme laisse derrière lui plusieurs publications, articles, livres et cartes géographiques. S'agissant des funérailles, un programme sera publié incessamment. Nous allons parler sport. Vodacom Ligue 1, le groupe Bazano a failli humilier l'AS Vita Club au stade de Martyrs de la Pentecôte. Revenons sur le match de ce mercredi 23 octobre avec Samy Bossongo. Le FC Groupe Bazano s'impose comme le tombeur des clubs de la catégorie A en Vodacom Division 1 en cette phase aller. Après Lupopo et DSMP, l'association sportive Vita a de peu échappé à l'engrenage broyeur du groupe Bazano. Un but partout, c'est le score qui a sanctionné l'issue du duel entre les deux clubs mercredi 23 octobre au stade de Martyrs à Kinshasa. Durant tout le match, les dauphins noirs quinois se sont montrés inefficaces en attaque et frêles dans leur bloc défensif. Après l'ouverture du score par Mpongo Bomolo de Bazano, dans les ultimes minutes de la rencontre, l'association sportive Vita Club n'a échappé à l'humiliation au stade de Martyrs que grâce à la générosité de l'arbitre qui lui a accordé un penalty discutable converti par Djouma Chabani dans le temps additionnel. Avant les autres matchs du calendrier, dans le classement provisoire, Groupe Bazano est 7e après 7 matchs joués pour 14 points, alors que l'association sportive Vita s'affiche à la 10e position avec ses 10 points après 10 rencontres livrées.
Léger changement dans les trios de la tête tout de même, où DSMP est devenu deuxième avec ses 17 points sur 8 matchs livrés et Lubumbashi Sport troisième avec 17 points après 11 rencontres livrées. Le tout-puissant Mazembe est toujours en tête avec 19 points après 7 matchs joués. Et dans le classement FIFA, publié ce jeudi, la RDC est classée 9e en Afrique et a avancé d'une place dans le monde par rapport au dernier classement. La RDC est donc 54e nation de football dans le monde. Ayant connu un bon début, eh bien c'est la fin en douceur de ce journal. Avant de nous quitter, voici le principal titre. Une bibliothèque est tombée, le père de Saint-Moulin est décédé de suite d'une longue maladie. Tête à tête, Félix Tshisekedi, Vladimir Poutine en Russie, la politique, la diplomatie, la santé, l'éducation, les mines et l'économie étaient au cœur de cet entretien. Ouverture à Goma ce jeudi d'une réunion très importante des états-majors des armées de 5 pays, la République démocratique du Congo, le Burundi, le Rwanda, la Tanzanie et l'Ouganda sont au rendez-vous pour arrêter le groupe armé qui sème terreur et désolation dans la sous-région. Et oui, l'heure de se dire au revoir a sonné. Merci à vous tous de rester branchés sur BSC TV car on le répète, vous ne serez jamais déçus. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Revue de presse de ce jeudi 24 octobre 2019, bienvenue à tous. PPRD, la clôture de la matinée politique d'évaluation renvoyée à ce jeudi, c'est les titres de forum de ZAS. Le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD en sigle, clôture les travaux de sa matinée politique d'évaluation ce jeudi 24 octobre à Lubumbashi. Prévu pour mercredi, la fin de ces assises a été repoussée pour deux raisons de l'importance et de la qualité du débat démocratique sur le rapport de différentes commissions, rapporte un communiqué de la cellule de communication du PPRD. Ouverte le mardi 22 octobre par Emmanuel Ramazani Chadari, les secrétaires permanents de cette formation, ces assises mobilisent dans la capitale que préfère le Gotha politique du parti phare de la majorité parlementaire. La particularité de cette toute première matinée politique d'évaluation post-électorale s'avère l'annonce du retour imminent de Joseph Kabila Kabange sur la scène politique. Ce après un petit temps de vacances ou des congés fort bien mérités, a souligné Emmanuel Chadari lors de son mot d'ouverture de travaux. Puis actualité.cd partage avec nous cette bonne nouvelle. RDC, les professeurs de l'UPEN décident de suspendre leur grève pour 2 semaines. Les professeurs de l'Université pédagogique nationale ont décidé de suspendre leur grève pour une durée de 2 semaines après plusieurs échanges avec les autorités congolaises. Dans un communiqué publié ce mercredi 23 octobre, l'Association des professeurs de l'Université pédagogique nationale salue l'évolution positive des négociations avec le gouvernement congolais et appelle tous les professeurs à reprendre leurs activités. Actualité.cd renchérit en ces termes, l'association des professeurs de l'UPEN s'est dite ouverte à la poursuite des négociations et tiendra une réunion le 6 novembre prochain pour une nouvelle évaluation. Pour rappel, c'est depuis le mois d'août dernier que les professeurs de l'UPEN avaient décrété la grève. Ils avaient décidé de ne pas corriger les examens ni de délibérer à la première session pour toutes les promotions suite au manque de réponses positives des autorités à leurs préoccupations. Ils réclament l'élection du recteur et de directeurs généraux conformément à la loi cadre et au texte réglementaire. Visitons un autre site d'information, il s'agit de radio-okapi.net qui confie l'ONU célèbre son 74e anniversaire. L'Organisation des Nations Unies totalise 74 ans d'existence, c'est jeudi 24 octobre.
La journée des Nations Unies est célébrée chaque année à cette date, évoquant l'entrée en vigueur de la Charte de l'ONU en 1945. La ratification de ces documents fondateurs par la majorité des États signataires, dont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, marque en effet l'acte de naissance de cette organisation dont les objectifs premiers sont le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir prêté oreille à cette lecture de journaux. À la prochaine. Bye bye.